Alors, je disais, Mercedes, que moi, j'ai eu la chance de t'interviewer il y a des années dans mon émission, je ne sais pas si tu t'en souviens, Femme d'exception, oui, Feu D8, C8 ou je ne sais. Et en tout cas, voilà, ça avait été une très grande rencontre pour moi parce que je me suis dit, cette femme, quelle combattante, quelle femme engagée, quel leader au féminin. On se dit toujours, mais c'est quoi une leader au féminin? Bah, c'est Mercedes Serra. Bah, quand même. Voilà. Donc, alors, on va revenir. Moi, je voudrais juste revenir un peu à tes débuts. Donc, parcours professionnel, j'ai donné quelques éléments. Mais tu es arrivé, en fait, à 6 ans en France. Tu connaissais pas un mot de français. Et puis, voilà, très vite, tu t'es acclimaté, tu as gravi les échelons. On va en parler dans quelques instants. Mais juste peut-être un souvenir de cet enfant de 6 ans qui arrive en France. Qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, en fait, c'est important de changer de pays, même quand on a 6 ans. Parce que c'est pas... moi, j'avais pas de gravité sur moi. Hein, j'avais mes parents, ça allait, quoi. Mais pour vos parents, c'est beaucoup. En fait, ma mère a rejoint mon père qui était déjà en France. Donc, elle a quitté son bien-être dans la Catalogne. À l'époque, les années 60, la Catalogne, c'était plus cool, alors qu'il y avait Franco, que la France, à l'envers de ce qu'on imagine. Hein, moi, j'étais habillée en petite robe courte. C'était sympa, j'arrive en France. C'était tellement triste. Hein, je comprends, moi, 68. Il y en avait marre, quoi. Petite fille un peu guindée, les mamans avaient des martinets. On se disait, elles sont folles. Elles ont des instruments pour taper leurs enfants. Puis moi, je croyais que j'arrivais au pôle Nord. Franchement, je disais quand même, mes parents, pourquoi le pôle Nord? Mais tout ça, ça a construit probablement ce que je suis, parce que c'est avant et après. Avant mes 6 ans, où j'étais une poupée super... je crois que je ne comprenais rien, mais j'étais une poupée. Et après mes 6 ans, où j'ai pris en charge... ma maman, parce qu'elle était un peu dépressive et moi pas. Et donc, ça, c'est un point très important, ta maman. On a parlé du pouvoir financier depuis le début avec Marie-Pierre Rixin, Clara Mollet. C'est vrai que ta maman, c'est très important parce que tu t'es rendu compte que, en fait, elle avait énormément de potentiel, mais que c'était une femme à la maison et qu'elle était complètement contrainte. Et ça a été aussi le début aussi de ta prise de conscience qu'il fallait en fait, je formulais rien du tout. Hein. Vous imaginez, 6 ans. Mais ma mère, elle était très marrante. Parce qu'arrivée en France, etc., elle n'était pas du tout conventionnelle. Elle arrivait en pantalon. Il n'y avait pas une Française en pantalon. Elle me disait, oh là là, la maison, c'est fatigant. Hein. Je recommence toujours les mêmes choses, ça ne sert à rien. Oh là là, je me disais, ça ne lui plaît pas tellement. Et puis, je trouvais qu'elle avait un potentiel pas possible. Quand je sortais avec ma mère, on voyait que ma mère. Dès que j'invitais des copains, ils parlaient qu'à ma mère. Donc, voilà, elle avait la même taille que moi. On aurait dit qu'elle avait 10 cm de plus. Donc, c'était une star, ma mère. Et elle était là, un peu infantilisée, parce qu'elle n'avait jamais pensé que, elle pouvait peut-être décider que non. Et donc, elle a passé sa vie à suivre mon père et à dire que c'était pas très marrant. Puis de temps en temps, pour revenir à l'argent, j'ai entendu mon père dire que c'est lui qui gagnait les sous. Et moi, je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Et en fait, ce qui m'est arrivé dans l'enfance, c'est que je me suis dit, bon, dans ce plan-là, en fait, le vrai travail, c'est ma mère qui le fait à la maison. Et ça, c'est le travail fatigant. Et mon père, alors que mon père, il bossait comme un dingue et tout, c'est plus cool. Et il se fait beau quand il sort de la maison et tout. Moi, je vais faire comme lui. C'est beaucoup plus cool. Et donc, ça ne m'est jamais sorti de la tête. Donc, quand j'arrive à l'agence et que je vois tous ces patrons qui ont l'air fatigués et tout, je me dis pas du tout, vous n'êtes pas fatigués, c'est beaucoup plus dur de faire le ménage. Attendez. Voilà, donc ça a changé ma vie. C'est pour ça que je voulais que tu en donnes quelques éléments là-dessus. Donc,
femme, déjà petite fille combative, femme combative. Tu fais des études, responsable, tu fais des études hippocagne-cagne. Au début, carrière, voilà, être prof, et finalement tu n'aimes pas, enfin c'est pas ce qui te convient. Tu rentres dans la pub, donc ça c'est dans les années 85. 90, tu deviens directrice générale de Saatchi & Saatchi, où on reconnaît évidemment ta force de travail, mais tu gravis très très vite les échelons. Comment as-tu, parce qu'aujourd'hui on est au Female Leadership Forum, on a envie de comprendre comment les femmes ont construit leur carrière. Comment ça s'est passé? Comment tu as été aussi vite finalement pour devenir en 4-5 ans la directrice générale d'une des plus grandes agences de publicité? Le boulot, c'était pas dur. Ce qui était plus dur, je trouve, c'est le temps des études, parce que je me mettais une pression pas possible. Et en fait, moi, j'ai fait, vous savez, les hippocagnes, les cagnes et les cagnes de l'époque. Vous bossiez sans arrêt et on vous disait, vous êtes nuls. Bon, ça prépare à la vie, c'était intéressant. Puis alors moi, je prends tout au premier degré, je suis hyper primaire, donc je suis nulle, je pleurais. Je disais, je ne serai jamais Proust, je pleurais. Bon, et ça donne quand même, c'est intéressant. Puis j'étais prof de lettres, j'adorais ça, les lettres. J'étais prof de lettres classiques. Le seul problème, c'est que je n'avais pas compris qu'on était fonctionnaire. Il y avait une confusion dans ma tête. Et donc, fonctionnaire, alors ça ne m'allait pas du tout. J'ai commencé à demander à ce qu'on convoque le proviseur pour faire un point avec lui. Ils m'ont dit, non, mais elle vient de débuter, elle veut le proviseur. Après, je voulais l'inspecteur. Alors là, l'inspecteur. Donc, du coup, pendant un été, parce que je n'avais pas les moyens Puis alors, je sentais bien que rentrer comme ça dans le monde du business, ils allaient tous me dire, ah, avec les lettres et tout, alors que je trouve que il n'y a pas meilleure formation. Et du coup, j'ai préparé HEC, j'ai fait HEC. Je rappelle juste qu'en France, on peut faire HEC quand on n'a pas un sou, parce que tout m'a été payé, tout. Et quand je suis arrivée, je ne savais pas, c'est vachement dur de trouver son métier, sauf que j'ai fait un stage et qu'au bout de 15 jours, c'était évident. Et après, le parcours, ça a été assez simple. Moi, je pense que j'avais plusieurs chances. Premièrement, dans la tête, c'était, je voulais travailler. Je trouvais ça génial. Donc, les gens me disaient, alors tu vas travailler tout le temps, tu vas t'arrêter. Je me dis, mais m'arrêter, pourquoi faire, hein? Les enfants et tout, m'arrêter. Et déjà, si vous avez j'avais cette chance-là, ça ne m'effleurait pas. Donc, je ne me disais pas, ma vie privée va être moins bien parce que je travaille comme une dingue. Pas du tout. Je me disais, si c'est pour rencontrer un crétin qui ne veut pas que je travaille, je ferai mes enfants toute seule. Voilà. Ça ne se discutait pas. Je m'énervais quand les journalistes me posaient des questions stupides. Du coup, ça a donné les campagnes Sista, parce que c'est toutes les questions qu'on m'a posées. Est-ce que vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur? Mais je ne savais même pas ce que c'était. Qu'est-ce qu'ils avaient à tous à me poser des questions bizarres? Et puis, je trouvais ça tellement injuste. Moi, je suis une révoltée par nature. Déjà, à l'école, j'étais déléguée de classe et je grognais contre les injustices. Et après, je me suis dit, mais c'est quand même pas juste la façon dont on traite les femmes par rapport aux hommes. Mais je pense que quand on est là, orienté comme ça, quand on a ce que moi j'avais, à cause peut-être de mes 6 ans, un espèce de sens un peu compliqué des responsabilités, c'est-à-dire que quand je suis arrivée en stage, je croyais que j'étais responsable de toutes les merdes qui arrivaient à l'agence. Donc, le patron, j'étais chez Dupuis-Saatchi, qui à l'époque n'était pas une énorme agence, mais le patron se disait, mais c'est qui cette gamine qui croit qu'il faut qu'elle gère les secrétaires? Parce que les secrétaires, elles avaient un problème. Et du coup, je croyais que c'était le mien. Eh bien, vous savez, il n'y a pas tant de gens que ça qui pensent qu'ils sont responsables et qu'ils sont fautifs. Moi, je croyais que j'étais fautif de tout. Et donc, j'ai essayé de tout régler. Et à force de tout régler, je suis devenue directrice générale. Voilà, c'est ça. Donc, on a compris. Alors, en 95, Mercedes, tu quittes Saatchi pour monter ta propre entreprise, donc BETC, 4 cofondateurs, dont toi, 3, pardon. On a bien noté.
Alors, quand on crée son entreprise, on a forcément le loisir d'organiser, de mettre en avant un certain nombre de valeurs. On a compris, pour toi, l'humain, c'est vraiment le cœur de tout. Enfin, c'est normal, mais tu l'exprimes encore de manière encore plus forte que n'importe qui. Qu'est-ce qui a guidé finalement la création de cette entreprise? D'abord, je suis pas tellement... je ne savais pas que j'étais entrepreneur. En fait, je pense que j'ai l'esprit d'entreprise, mais que je n'étais pas entrepreneur. Par exemple, les gens des startups, faire du fric et tout ça, moi, j'étais pas là-dedans. Moi, déjà, hein, Proust, Saint-Simon et tout, bon, j'étais déjà très heureux, je ne voyais pas. C'est pas ça qui m'a guidée. Premièrement, on est venu me chercher. Donc, il y a 2 types qui sont venus, et sûrement ils avaient le bordel à désorganiser ou à organiser, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était Éric Tonkion qui avait été appelé chez Havas. Donc moi, j'appartiens à 100% à Havas. Et je pense que c'est peut-être pour ça que mon entreprise s'est développée sans discussion, parce que j'ai jamais réfléchi. Évidemment, j'ai réfléchi au profit, parce que si je n'avais pas réfléchi au profit, je pense que dans le groupe où je suis, je ne serais pas resté très longtemps et je n'aurais pas pu défendre ma vision des choses. Donc le profit, pour moi, c'était une défense de la vision des choses. Dès le début, ça a été ça. Mais ils sont venus me chercher et moi, j'étais très bien chez Saatchi. Et la seule chose qui a fait que j'ai bougé, c'est de nouveau l'histoire française. Et je veux juste dire que les filles d'immigrés, ça apporte parfois beaucoup à la France, parce que moi, la France, ça a été mon obsession. Quand vous naissez dans le pays, c'est bizarre d'être obsédé par le pays où vous naissez, mais moi, je suis arrivée en France. Donc, mon enjeu d'intégration, il a été énorme. Donc, c'est pour ça que je suis devenue prof de français, parce que je pensais que le français, c'était la plus belle langue du monde. Donc, je voulais être prof de français. Et ensuite, je me suis dit, il faut créer une agence française, mondiale, qui soit la meilleure possible au monde. Il ne faut pas qu'on laisse les Anglais nous diriger quand même par le bout du nez. Je vous rappelle que moi, j'étais chez Saatchi, je gagnais des budgets, ils partaient à Londres. Je ne trouvais pas ça normal. Et puis surtout, j'étais choquée, y compris par les Français, qui, quand vous demandez on va faire une équipe internationale, ils veulent dire une équipe anglo-saxonne. Et moi, ça m'énervait. Et donc, je me suis dit, il faut que je parte avec ces 2 garçons. Ils ont du talent, ils n'ont probablement pas toutes les qualités, ça j'avais à peu près compris. Mais il faut que j'aille me battre pour une agence française, et je suis arrivée au milieu de 2 mecs. Et ça a été très dur. Alors, quand on voit ton parcours, c'est vrai qu'on a l'impression que, oui, la force de travail, l'intelligence, bien évidemment, tout ça a fait que c'est allé très vite pour toi. Malgré tout, la réalité des entreprises, c'est pas toujours le cas. On parle, alors je pense que tu vas détester, mais c'est une forme de réalité quand même si ça a évolué. Le plafond de verre, des femmes qui s'auto-censurent, etc. Comment, toi, dans ton entreprise, tu les as aidés au fil des années à progresser, à gagner en leadership et voilà, pour arriver à leur potentiel? Moi, je pense pas du tout que mon histoire doit justifier que, vous savez quoi, vous avez qu'à vous débrouiller. Hein. Vous passez les plafonds de verre et tout. J'ai quand même eu, et particulièrement dans la deuxième partie, dans la création de l'entreprise, entre 2 garçons, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé qu'en fait, ils m'avaient fait venir pour ranger la maison, quoi. Et quand j'ai dit non, mais je range pas, moi. Hein. Je range, mais je vais voir le client, mais je donne mon point de vue. Mais je veux pas cette création parce que elle fait pas ce qu'il faut pour vendre pour le client. Moi, j'étais très droite. À ce moment-là, ça a été dur. Hein. Je me suis quand même retrouvée avec un salaire qui n'avait rien à voir avec leur salaire et c'était caché. Donc là, je me suis dit, oh là, c'est quoi ce truc, quoi? Pourquoi est-ce qu'on t'a inventé un monde comme ça? Mais en tout cas, je considère que c'est pas mon exemple qui est clé, même si. Parce que en fait, c'est aussi comment tu t'en es sortie de tout ça. Moi, je m'en suis sortie parce que je suis une dingue. Donc, moi, je m'en suis sortie parce que le travail, je travaille comme je respire. Donc, on n'est pas obligé tous de travailler comme je respire. Moi, j'ai un petit garçon qui va pas bien, et mon médecin, le psychiatre qui s'occupe de lui, m'a dit probablement il ne pourra jamais travailler
Mercedes, c'est pas grave. Ah bon? C'est pas grave de pas travailler? Et ben c'est vrai, c'est pas grave, faut pas exagérer, quoi. Moi, j'étais comme ça. J'étais super dingue, j'avais un feeling sur le métier, j'avais de la chance, quoi. Je sentais les consos, etc. Et moi, j'ai pas voulu que ce soit ça, ma vision des femmes. Je suis allée me battre. Quand on a créé le Women's Forum, les femmes autour de moi, elles étaient là. D'ailleurs, on me disait, Aude de Thuin, elle appelait à l'époque... la jeune femme avec qui je travaille toujours, d'ailleurs, Catherine Emprunt, elle disait, il ne faudrait pas qu'elle leur fasse peur aux autres. Alors moi, Catherine me disait, il ne faut pas que tu leur fasses peur. Alors je disais, mais pourquoi je leur fais peur? Je ne comprenais même pas le concept de pourquoi je faisais peur. Et en fait, je m'étais retrouvée avec des grandes dames qui avaient fait des carrières extraordinaires, des banquières et tout, des femmes formidables. Et quand elles étaient rentrées dans le Women's Forum, elles me disaient « Ah, mais nous, non, on n'a pas eu de problème. » Je dis « Ah, c'est bien. Ah, vous n'avez eu aucun problème, non. » Puis après, on a commencé à manger des pâtes ensemble. Et bien ça marche très bien. Au bout du bout, elle me racontait qu'il y en a... Elle ne s'était même pas mis dans l'idée de se marier, c'était pas possible. L'autre, elle ne s'était pas mis dans l'idée de faire des enfants, c'était pas possible. Moi, je m'en fous qu'on fasse des enfants ou pas. Mais que ce soit pas possible, ça... Et alors, au bout d'un certain temps, à force d'insistance de ma part, j'ai dit, non, mais vous retrouvez qu'il ne faut pas mettre des quotas, vous? Et au début, les quotas, c'est dégoûtant. Nous, on est des femmes sans quotas. Ben non, moi, je ne trouve pas ça dégoûtant. Moi, je suis hyper fière du travail que fait Marie-Pierre Rixain. Qui est là. Voilà. Je n'avais pas vu Marie-Pierre. Je suis tellement fière. Moi, je pense que c'est par la loi qu'on va y arriver. C'est par la force politique. Si on n'a pas décidé que ça allait changer, s'il faut dire à tout le monde, vous allez travailler jour et nuit pour y arriver, mais allez, on se souvient de Giroud qui disait « Le jour où on aura l'égalité, c'est le jour où une femme incompétente sera au pouvoir. » Donc, j'y tiens pas tant que ça, mais quand même. Donc, je pense qu'il faut forcer. Donc, moi, j'ai forcé. Donc, à l'époque, avec Nicole Hamelin, tu vois, ça remonte loin, avec Nicole Hamelin, que j'ai retrouvée récemment, toujours avec la même niaque, on avait inventé le label égalité. Et moi, j'avais fait une campagne, et elle prenait tous mes punchlines, et j'avais dit, l'égalité, il faut juste la vouloir. Mais j'y crois à ça. C'est-à-dire, moi, à l'agence, tout n'est pas parfait. Mais quand même, je l'ai voulu. Donc, en gros, on y est arrivé. Pourquoi je dis en gros? Parce qu'il y a un truc encore qui est très compliqué, c'est la tête des femmes. C'est que, il faut être honnête, on a hérité, quand je dis, relisez Françoise et les héritiers, on a hérité d'années et d'années de soumission. Alors, c'est pas grave, hein, mais c'est comme ça, c'est la deuxième structure de l'humanité, on dépendait des messieurs. Et c'est quand même très, très embêtant, parce qu'on l'a dans la tête. Moi-même, je l'ai dans la tête. Pourquoi je travaille plus que tous les hommes? Parce que quand je rentre à la maison, je ne m'assois pas. Je ne sais pas comment ils font pour s'asseoir, moi. Voilà. Moi, je dis toujours par rapport à Maurice Lévy, mais j'ai travaillé 2 fois plus. Hein, je rentrais, moi, j'ose pas m'occuper de mes enfants, tout ça. Je n'ose pas dire, je les accompagne 1 fois par semaine à l'école. Non, mais ça va, quoi, les gars. Hein. Moi, c'est pas ça, ma vie. Et ça n'a jamais été ça. Et je vois dans l'agence que ce n'est pas comme ça pour les filles. Et je vois, par exemple, 10 points de stress dans mon agence de plus pour les femmes que les hommes, à la même période de leur vie. Je sais pourquoi, c'est pas moi, hein. Moi je les engueule pas. Hein. C'est le boulot qu'elles ont à côté qui est énorme et qui est dans nos têtes. Donc moi, mon rêve, c'est que les femmes évoluent et que les hommes évoluent. Les femmes évoluent, si on pouvait leur enlever un peu moins de pression, si elles pouvaient considérer qu'elles n'ont pas tout à faire, si elles pouvaient prendre de la confiance en elles, si elles pouvaient se dire que l'audace, c'est pour elles, si elles arrêtaient de dire qu'elles sont moins bonnes en maths que les garçons, alors que c'est faux, si elles n'avaient pas peur d'aller dans les médias, et en même temps, j'aimerais bien que les garçons deviennent plus normaux, s'ils faisaient des trucs un peu plus concrets dans la vie de tous les jours, peut-être que ça enlèverait un peu de prétention, un peu les patrons, quoi, comme des dieux. Alors moi, j'ai fait une émission un jour qui s'appelle « Les coulisses du pouvoir », où il suivait un homme, en général un homme, dans sa fonction de pouvoir et rentrer chez les gens et tout ça. Donc, ils avaient fait ça avec moi.
Et la fille m'avait dit, moi, alors je ne suis pas très compliquée, j'avais confiance en la fille, je lui ai dit, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, hein. Vous filmez ce que vous voulez, là. Du moment que vous ne révélez pas les secrets de mes clients, je m'en fous. Et puis, on cache mes enfants. Donc, elle m'avait suivie, elle était très cool. Elle m'avait suivie, puis arrivée chez moi, elle avait quand même vu mon mec. Et puis après, elle m'avait dit, et comment est-ce que vous faites à la maison? Donc, j'avais expliqué que je suis maniaque. Et donc, je rangeais les placards à fond. Elle m'avait demandé d'ouvrir un placard. J'ai fait le tour de la France. Chaque fois que j'arrivais quelque part, les hommes et les femmes étaient « Ah, vous êtes la PDG qui fait des placards !» Si les hommes pouvaient faire des placards, je pense que ça, c'est bien. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'ils perdent leur audace, il ne faut pas qu'ils perdent leur confiance. Il faut juste qu'on se retrouve au milieu. Bon, merci. Merci Mercedes.